de Compiègne, et Ayman Amar, responsable nouveau marché et innovation chez Gemont Électrique. Alors, sans plus attendre et juste avant que la table ronde ne commence, j'ai le plaisir de céder la parole à Ayman Amar, qui est à distance. Ayman va nous introduire le thème de ce Médé Focus en abordant le contexte actuel, l'apparition des besoins spécifiques et les limites des machines conventionnelles. J'en profite pour vous préciser que ce Médé Focus est enregistré et que les questions, en tout cas à distance, se feront uniquement par le chat. On y répondra à la fin de cet atelier. Ayman, si tu nous entends, c'est à toi. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Mettre la caméra. Donc, mesdames et messieurs et chers collègues et partenaires, merci d'être présents pour donc cette nouvelle édition de Médé Focus. Hein, donc c'est une opportunité précieuse pour explorer ensemble les avancées technologiques et scientifiques dans le domaine du génie électrique. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un sujet passionnant, à savoir les structures non conventionnelles et leur impact sur la conception et les applications au génie électrique. En effet, hein, comme a dit Sébastien, la machine électrique n'a cessé d'évoluer. L'histoire des convertisseurs d'énergie électrique remonte à plus de 200 ans. Donc, depuis plus de 2 siècles, les bases théoriques des machines électriques ont été posées, largement étudiées, et pourtant, loin d'être figé, donc ce domaine continue d'évoluer grâce aux innovations, l'électronique de puissance, aux avancées dans les matériaux, l'essor des capacités de calcul et bien sûr grâce à l'ingéniosité des chercheurs et des ingénieurs. Ce progrès constant nous permet de répondre aux besoins croissants d'une société toujours plus énergivore, mais, mais aussi pour des besoins spécifiques. Donc, on a toujours besoin d'aller encore plus loin. Face aux défis, par exemple, environnementaux actuels liés au réchauffement climatique, face aux besoins de la transition énergétique, à l'électrification de nos moyens de transport. Donc, il y a toujours un besoin de développer de nouvelles solutions plus innovantes. L'essor donc de la mobilité électrique, l'optimisation, le besoin d'optimiser nos systèmes de production et de conversion d'énergie, ainsi que le besoin de rechercher de matériaux plus performants, plus durables et plus éco-responsables, donc nous oblige à repousser sans cesse les limites de la technologie. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles Médé consacre ses axes de recherche à 3 thématiques. Donc, le premier thème de recherche porte sur les matériaux et composants du génie électrique. Le deuxième thème porte sur les convertisseurs d'énergie innovants. Et le troisième sur l'intégration système, la gestion d'énergie et le stockage. Donc, euh, face aux défis actuels et au cahier des charges de plus en plus exigeant, l'innovation passe inévitablement par l'exploration de structures non conventionnelles, hein, car celles-ci permettent d'améliorer les performances des machines électriques en termes de rendement, de capacité, de durabilité. De plus, l'utilisation de nouvelles méthodes de modélisation et d'optimisation, je pense aux méthodes d'optimisation topologique, donc ça ouvre plus de perspectives, des perspectives inédites pour le futur. La fabrication additive aussi joue un rôle crucial dans cette dynamique, hein, car elle permet de concevoir des pièces complexes tout en optimisant la quantité de matière utilisée. Et en plus, aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, qui, associée aux capacités de calcul toujours plus performantes, nous permet d'obtenir des résultats surprenants et impressionnants qui redéfinissent nos approches traditionnelles. Pour ma part, des machines non conventionnelles, cette expérience dans les machines non conventionnelles a débuté lors de ma thèse de doctorat qui a été soutenue par la région et par Médé et Gemont Électrique, où j'avais comme objectif de développer une nouvelle structure de machines
qui allie compacité, efficacité et flexibilité de contrôle. C'est pour ça qu'à l'époque, je me suis orienté vers des machines à double excitation. Cette expérience s'est poursuivie aussi, donc toujours avec des besoins de plus en plus euh, ambitieux. Donc, dans le cadre du projet Géolis, qui a été financé par l'ADEME, donc c'était un projet régional qui a regroupé plusieurs acteurs universitaires et laboratoires de la région, où l'objectif était d'augmenter de 20% la puissance de sortie d'une éolienne à attaque directe en rénovant la chaîne de conversion électrique, c'est-à-dire l'alternateur, qui était un alternateur à aimant permanent, et le convertisseur. Tout ça en respectant bien sûr les contraintes d'intégration sur le site et en limitant l'usage des terres rares. Donc pour atteindre ces objectifs, nous avons conçu une topologie innovante à l'époque en développant un alternateur synchrone à pôle saillant avec une intégration de d'aimants permanents pour compenser les flux de fuite rhétoriques et pour pouvoir atteindre, grâce à cette technologie non conventionnelle, atteindre les puissances massiques et volumiques qui nous ont été imposées par ce cahier des charges. Donc là, si je parle dans le présent, aujourd'hui, on poursuit ces expériences donc, de recherche de nouvelles structures en lançant une nouvelle thèse qui porte sur l'optimisation topologique des cales semi-magnétiques et leur fabrication par impression 3D, donc dans l'objectif d'améliorer l'efficacité énergétique et aussi d'améliorer les performances acoustiques, les performances vibratoires de nos machines électriques. Donc, c'est des performances qui pourront être améliorées qu'au travers l'exploration de nouvelles façons de modéliser ou de nouvelles façons de fabriquer certains composants ou certaines parties des machines électriques. Donc, ce projet, en fait, illustre parfaitement comment les nouvelles technologies de conception et de fabrication nous permettront de pousser encore plus les limites des machines et explorer des solutions novatrices pour répondre à ces défis industriels et des défis environnementaux. Pour conclure on va dire cette introduction, donc, juste quelques mots. Donc, aujourd'hui, on est à une étape charnière dans le domaine du génie électrique. Les avancées en fabrication additive, en intelligence artificielle et en optimisation topologique ouvrent des perspectives extraordinaires. Ces innovations bouleversent nos approches traditionnelles, mais nous permettent de repenser la conception des machines afin qu'elles soient toujours plus performantes et répondre aux challenges actuels et aux exigences industrielles et environnementales. Donc, je vous invite donc à découvrir et à débattre ensemble des développements récents et à venir dans ce domaine afin de continuer à repousser les frontières de l'innovation. Donc, je passe la main à Sébastien qui va nous présenter les différents intervenants et le déroulé de la séance. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente séance à tous. Merci beaucoup, Ayman. Alors effectivement, nous allons débuter notre table ronde qui est consacrée aux structures non conventionnelles, conception et application dans le génie électrique. Pour ce faire, nous en avons écouté tour à tour, mais également en interaction. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Le professeur Abdelmoulaïm Tounzi de l'Université de Lille, laboratoire L2EP, maître de conférence HDR Stéphane Vivier de l'UTC et le laboratoire Robert Val, professeur Jean-Philippe Lecointe de l'Université d'Artois, laboratoire LS2E, également directeur scientifique de la plateforme technologique Tech3E, et enfin, maître de conférence Alejandro Ospina de l'UTC, également laboratoire Robert Val. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions dans le chat, nous y répondrons à la fin de cet échange. Alors, Mounaïm, si tu le veux bien, nous allons commencer avec toi. Toi, tu t'es particulièrement intéressé aux utilisations du bobinage dentaire pour les machines asynchrones à cage d'écureuil. C'est quoi les enjeux scientifiques et industriels de l'utilisation des bobinages dentaires? Merci pour cette introduction.
Alors, je reprends ce que vient de dire Ayman, dans le sens que on essaie, d'une manière ou d'une autre, de limiter les matériaux qui sont sous tension dans la fabrication des machines. Et l'une des possibilités, notamment pour limiter le cuivre, c'est d'utiliser des bobinages qui sont dentaires, ce qui permettrait de limiter les têtes de bobine, d'une part, donc la quantité de cuivre utilisée, et d'autre part, toujours dans la même philosophie, c'est de diminuer les pertes, donc du coup, moins de cuivre, moins de longueur de cuivre, moins de résistance, et par conséquent, a priori, moins de pertes. Donc ça, c'est très intéressant, et on s'est focalisé, ou du moins, on a essayé d'utiliser ce genre de bobinage pour les machines asynchrone-à-cage. Ce n'est pas une nouveauté en tant que telle, les bobinages tels que je l'ai décrit. Ce sont des bobinages qui sont déjà utilisés dans des machines électriques, les machines synchrones à aimant. Ça marche relativement bien. Certes, on ne peut pas gagner sur tous les tableaux, donc on a forcément des harmoniques, mais dans le cas des machines synchrones à aimant, ça ne pose pas de problème. En revanche, dans le cas de machines à cage, c'est un peu plus compliqué parce que ces harmoniques induisent des harmoniques de courant en rotor, et par conséquent, les performances de la machine se dégradent très très rapidement. Et donc, l'idée, c'était, et si on relevait le défi pour justement utiliser ce genre de bobinage dans cette machine, donc il va falloir trouver une possibilité. Et l'idée qui a germé, c'est, au lieu d'utiliser une cage classique, et ben, tout simplement, essayer d'éliminer l'harmonique à problème dans la partie rotorique, et donc utiliser une triple cage, c'est-à-dire 3 cages imbriquées, qui sont exactement identiques, ce sont les mêmes barres. La seule différence, c'est que les anneaux de court-circuit sont 3 anneaux différents, ce qui permettra d'avoir, en fin de compte, 3 cages indépendantes. Et il fallait déterminer uniquement le nombre de barres le plus adéquat qui permettent d'éliminer l'harmonique d'un problème. Et c'est ce qu'on a fait. Et les performances qui ont été étudiées que par simulation et par expérimentation ont démontré que c'était dans le domaine du faisable. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des raisons plus précises pour lesquelles on s'intéresse à ce type de machine asynchrone par cage? Les machines asynchrone à cage sont bien connues pour leur robustesse. Elles fonctionnent très bien, on les connaît très bien, on maîtrise et leur fonctionnement et leur contrôle. Et elles ont la bonne idée de ne pas comporter d'aimants permanents, et encore moins d'aimants permanents en terre rare, ce qui permet d'avoir des machines qui ne sont pas embêtantes, et qui n'ont pas un impact élevé sur la partie environnementale et qui ne nécessitent pas l'apport en terre rare qui pose actuellement problème à tout point de vue, et notamment du point de vue écologique. D'accord. Alors, il me semble que vous avez collaboré avec la société Somfy sur cette thématique. Comment est née cette collaboration et qu'est-ce que ça a apporté à cette entreprise? Alors, la collaboration n'était pas voulue au départ, dans le sens que quand on a proposé l'utilisation de bobinage dentaire dans les machines asynchrone à cage, ça n'a pas été très bien perçu par les différents acteurs. Donc, on a travaillé plutôt, c'était un domaine prospectif. Donc, c'était un travail de thèse qui a été financé intégralement par un contrat doctoral. Pourquoi ça n'a pas été bien perçu? Eh bien, parce que bon, on ne voyait pas trop l'intérêt et on savait bien que ce genre de bobinage posait problème pour les machines asynchrones. Et grosso modo, on se disait, oui, mais dès le départ, il n'y avait pas besoin d'y aller parce que on pensait qu'on allait directement vers un mur. Donc, mais il ne faut jamais baisser les bras. Dans les conceptions justement atypiques ou dans ce qu'on appelle les machines non conventionnelles, justement, le terme non conventionnel, il porte bien son nom. Il faut aller sur des structures qui n'existent pas. Il faut tester. Et puis, tout à l'heure, Ayman a parlé de tout ce qui est de l'ingéniosité des chercheurs. Oui, il faut partir de ce qu'on connaît, de ce qu'on maîtrise physiquement, et essayer d'aller au-delà et de pouvoir trouver des solutions. Et donc, à l'époque, on avait fait tout ça en contrat doctoral, et il y avait une autre thèse à l'époque avec Somfy, l'entreprise Somfy, qui s'intéresse à ces machines parce qu'elles en fabriquent quand même 1 million d'unités par an en machines à cage d'écureuil. Et donc, ils ont été intéressés par le principe et ils nous ont accompagnés, alors qu'ils n'avaient pas grand-chose à faire, j'allais dire, ils n'avaient pas de projet en tant que tel. Et ils nous ont permis justement de faire les 2 prototypes qu'on a testés, la même machine avec une cage et avec une triple cage pour vérifier l'effet de la triple cage par rapport à... C'est vous qui avez suscité le projet? Ils avaient un intérêt, mais c'est plutôt vous qui avez suscité le projet? Le projet c'était un projet totalement académique, c'était de la prospection pure et dure, mais ça a permis d'avoir des interactions avec un industriel avec lequel on avait d'autres
d'autres atomes crochus sur d'autres machines, et notamment sur des machines à aimant permanent pour une diminution des vibrations et du bruit. Mais comme on avait des réunions communes, etc., ils ont trouvé que c'était suffisamment intéressant pour pouvoir faire des prototypes et les vérifier. D'accord. Qu'est-ce que donc ce partenariat a apporté à l'entreprise alors? Ce partenariat a abouti à tout simplement un dépôt de brevet sur les structures. Donc actuellement, il y a un brevet européen sur cette structure à triple cage. On a parlé de triple cage, mais à la limite, on peut faire un multicage. Mais 3, c'est plutôt 3 cages, c'est intéressant. 2, ce n'est pas bon, et 4 non plus, mais 3, c'est très bon parce qu'il faut que la longueur des barres soit la même des deux côtés. Donc, il y a une cage et les 2 autres sont décalés pour que ça soit toujours la même longueur de barre. Et à l'issue de ce partenariat, quelles sont les perspectives? Est-ce que vous allez poursuivre avec Somfy? Est-ce que ça vous a donné des compétences pour aller vers d'autres entreprises avec des nouvelles compétences? C'est sûr que ça a amélioré nos connaissances et on a acquis une certaine expertise puisque les travaux ont été effectués essentiellement en modélisation analytique. Donc, ça nous a permis de bien apprendre ce qui se passait dedans, déjà, donc la partie scientifique, et maîtriser encore plus le fonctionnement de ce genre de machine. En termes de collaboration, on continue à travailler avec Somfy, peut-être pas sur ces machines-là, puisque mine de rien, mais ça demande beaucoup de changements sur les chaînes de fabrication. Donc, pour l'instant, ce n'est pas l'ordre du jour. Par contre, la coopération a continué et on travaille encore avec Somfy sur des sujets qui sont peut-être pas sur les machines à cage, mais sur d'autres machines synchro-réductantes, machines à aimant permanent, avec pour principal objectif essentiellement diminuer au maximum les aimants. Ça, c'est une problématique, je pense, générale pour beaucoup de fabricants de machines électriques. Et atténuer, comme l'a dit Ayman tout à l'heure, tout ce qui est vibration et bruit. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser nos compétences et notre savoir-faire en termes de modélisation et d'optimisation, justement pour adapter la topologie des rotors pour atténuer les vibrations et les bruits de ce genre de machine. Donc, on a une thèse qui devrait démarrer, si on trouve la bonne personne, à la rentrée prochaine. Okay. Donc, ça débouche sur une thèse. Alors, j'ai noté quelque chose dans ce que tu viens de dire. Il y a des problèmes en termes d'industrialisation. C'est-à-dire qu'au niveau de la recherche, ça va, mais dès lors qu'il faut investir dans l'appareil productif pour changer la chaîne, ça bloque. Alors, je pense qu'il y a eu beaucoup de scientifiques qui ont déjà été confrontés à ce type de situation. Qu'est-ce qui a bloqué exactement? Est-ce que c'était vraiment les investissements du côté entreprise à mettre en œuvre, ou est-ce qu'ils ont estimé que ce n'était pas suffisamment mature pour atteindre le marché? Quand on a une compétence dans une structure et qu'on maîtrise toute la chaîne, il est relativement difficile d'apporter des investissements complémentaires pour changer toute une chaîne de fabrication de la cage. Et donc, pour l'instant, c'était il y a pas si loin que ça, mais c'était pas une période forcément très évidente pour amener les investissements nécessaires pour le changement. Donc, pour l'instant, c'est en stand-by. On verra. Enfin, Somfy verra. Somfy verra. Très bien. Merci pour cette première intervention. Nous allons écouter maintenant Stéphane. Stéphane Vivier du TC. Toi, tu t'es intéressé à la conception générative et à la fabrication additive, et particulièrement au design innovant pour les machines électriques. Est-ce que tu peux un petit peu nous introduire le sujet et puis nous dire aussi quelle est la place qui est donnée à l'optimisation topologique dans le contexte de la fabrication additive pour le génie électrique? Oui, alors nous sommes venus à deux au niveau du TC sur des études complémentaires. Donc là, effectivement, moi je travaille davantage sur la conception, donc un peu plus en amont, bien entendu, donc la conception d'actionneurs, de toute partie d'actionneurs électromagnétiques, donc moteurs alternateurs, par des moyens de calcul et de simulation un petit peu différents, qui essayent d'augmenter le nombre de possibilités, la recherche des nouvelles conceptions, ça au travers donc, de l'optimisation topologique. Donc, le but du jeu, c'est de trouver des nouvelles formes. Donc, on travaille sur la géométrie, on ne travaille pas sur l'alimentation, on ne travaille pas forcément non plus sur le matériau lui-même. Donc, étant donné une alimentation donnée, étant donné en fait des matériaux, la question est de savoir comment répartir
les matériaux dans une certaine zone. Donc là, typiquement, si je cherche en fait à concevoir un nouveau rotor de machine, comment répartir les matériaux de manière optimale, donc différents matériaux avec des formes. Il faut que l'algorithme puisse me sortir cette information-là. Donc je lui donne aucune information, si ce n'est que bon, bah voilà, globalement la machine doit prendre un cahier des charges, donc doit fournir tel couple à telle vitesse ou plusieurs points de fonctionnement, doit satisfaire des limitations mathématiques, c'est-à-dire en fait avoir développé je sais pas, une masse par exemple de rotor inférieure à une certaine valeur pour limiter l'inertie, limiter aussi un certain volume de matériaux potentiellement critiques, peu d'aimants, au maximum un certain nombre de grammes d'aimants, voilà, et voilà, le but du jeu est de lancer un algorithme qui puisse me sortir cette information. Donc c'est l'optimisation topologique multimatériaux. Et donc, quand on dit de matériaux, c'est-à-dire en fait dans une machine électrique, il faut trouver le bon emplacement pour les matériaux ferromagnétiques, pour les aimants, les bobinages. Dans les bobinages, il y a les circuits allés, les circuits retour, enfin voilà. Et donc, il doit trouver, et puis tout ce qui est amagnétique, c'est-à-dire les zones d'air, les zones d'isolation. Donc, tout ça, ça doit se positionner correctement pour répondre, bien entendu, aux lois de la physique, quoi. Voilà. Ça marche plutôt bien, plutôt sur des modélisations 2D pour l'instant, parce que ça demande quand même des ressources de calcul négligeables. Et donc, c'est une approche qui est beaucoup plus, comment dire, moins contrainte. C'est-à-dire, en fait, on n'a pas d'optimisation paramétrique. C'est-à-dire, on ne part pas d'un carré, et puis à la fin, quand on optimise un carré, ça devient peut-être un rectangle, mais ça reste toujours de même forme. Là, le but, effectivement, c'est une répartition cohérente de la matière ou des matériaux, les uns à côté des autres. C'est un sujet qui émerge dans la littérature, qui est présent depuis quelque temps déjà. Bon, l'optimisation topologique, historiquement, ça vient bien plutôt quand même de champ mécanique, de la mécanique, où on va essayer, par exemple, de concevoir des treillis, donc des branchements de poutres les unes avec les autres. En fait, ça marche très bien, avec beaucoup d'hypothèses quand même en mécanique, c'est qu'on a en général un seul matériau, et on reste quand même dans un fonctionnement plutôt linéaire, donc élastique. Si on transfère ça au niveau machine électrique, donc on a plusieurs matériaux, c'est ce que je viens de dire, et en plus on a des fonctionnements intrinsèquement non linéaires, c'est-à-dire la saturation magnétique, il faut la prendre en compte. Voilà, donc ça rend les choses un petit peu plus compliquées. Voilà, donc il faut savoir poser le problème. Donc on arrive à des géométries, effectivement, nouvelles. Voilà. Alors, je vais vous poser une question, mais vous avez commencé à en parler très légèrement. Quelles sont les limites de l'exercice? Et vous avez parlé de 2D. Est-ce qu'il y a déjà des limites de passage de conception 2D, 3D par exemple? Voilà. Parmi toutes les limites, vous avez évoqué seulement celle-là, mais il y en a sans doute d'autres également. Bon, les limites, on les perçoit bien en 2D, ça c'est évident, et puis en 3D, déjà difficile à faire. Il y aura encore d'autres difficultés. Déjà en 2D, effectivement, il faut une répartition cohérente. J'ai dit cohérente de matière. Bon, la cohérence, on va la trouver dans la fabricabilité. Donc, si on veut, bien entendu, fabriquer ce que l'on conçoit de manière assez libre comme ça, et on se pose la question, est-ce qu'on peut le fabriquer? Est-ce que, en fait, voilà, c'est possible, pas possible? Alors voilà, c'est un jeu ici maintenant avec le nouvel outil, c'est-à-dire la fabrication additive. Que permet la fabrication additive? Des formes plus complexes, nouvelles. Est-ce que je peux utiliser la fabrication additive pour autoriser des nouvelles formes que je conçois? Ou alors je dois mettre des limites par rapport à un logiciel de conception qui tient compte des limitations de la fabrication des nouveaux matériaux aussi. Donc voilà, il faut dialoguer là pour le coup maintenant avec les moyens de fabrication, notamment les types imprimantes 3D. Et qu'est-ce que ces géométries nouvelles peuvent apporter? Là, en fait, on va essayer quand même grâce à ces approches-là, un petit peu plus libres, de trouver des nouvelles configurations qui, pour un même cahier des charges qu'avant, vont a priori fournir des machines plus performantes, ou aller encore plus loin, des cahiers des charges beaucoup plus poussés,
Donc ça, c'est possible de trouver à chaque fois systématiquement des géométries un petit peu nouvelles, novatrices, en fait, et qui vont prolonger les performances actuelles. Alors par contre, il faut faire attention parce que c'est un piège, en fait. Hein. Donc une machine, elle est optimisée, mais en général, au niveau électromagnétique, mais mécanique, mais aussi thermique, au niveau vibration, acoustique, et ainsi de suite. Donc une bonne machine, c'est quelque chose qui satisfait tout ça. Et que quand on veut optimiser, on se dit, tiens, on a une machine vraiment intéressante, il faut qu'elle soit vraiment très bonne sur tous les plans. Donc, en fait, c'est l'optimisation topologique, multimatériaux, multiphysique. D'accord. Donc ça demande quand même quelques calculs. Effectivement, c'est pas une approche économe en calcul. Alors, mais bon, voilà, elle est prometteuse et voilà. est-ce qu'on peut travailler seul sur un tel sujet ou est-ce qu'il faut aller chercher des compétences chez les collègues? Quel point le sujet peut être interdisciplinaire? Bah, au niveau calcul, ça se fait bien, mais après, c'est les chiffres qu'on met dedans, en fait. Voilà, donc c'est la confrontation à la réalité si on doit la fabriquer, quoi. Oui. C'est ça. Et donc là, pour le coup, voilà, il faut chercher des informations de matériaux imprimables, les capacités d'impression des imprimantes 3D actuelles, celles qui sont en cours de développement, ainsi de suite. Et donc là, effectivement, on peut travailler avec des collègues, tout à fait. Voilà. Alors, ce type de conception peut nous amener à envisager peut-être d'un nouveau type de machine? C'est possible? C'est de l'ordre du possible ou c'est encore de la science-fiction? Nouveau type de machine, les principes de fonctionnement, ça va toujours être les mêmes. Donc ensuite, on va avoir des surprises éventuellement sur la source, sur les positions des sources, par exemple sur la position des aimants, la forme des aimants, ou ainsi de suite. On va avoir des machines avec des aimants qui peuvent avoir des formes nouvelles, qui ne sont pas forcément standards. Donc ça, effectivement, ça peut-être valoir le coup après de développer des aimants qui ont une caractéristique de forme particulière, un sens d'aimantation particulier, parce qu'on peut montrer qu'il y a vraiment un step, une amélioration significative des performances. Ça on les trouve, tout à fait. Donc après, il y aura toujours, si on reste dans un rotor instateur, une confrontation magnétique entre les deux, je crois que le principe, c'est comme changer tout. C'est principalement la forme, la répartition spatiale des différentes sources, des différents matériaux qui peut être pas forcément intuitif des fois. Et c'est ça qui peut être intéressant dans cette approche-là. C'est laisser une certaine liberté à la création, mais après, il faut toujours essayer d'imposer derrière, en fait, la possibilité de la fabrication. On évite d'avoir des morceaux de matière non connectés. Voilà, donc on est bien d'accord que là, ça devient science-fiction. Et donc, si on veut rester dans quelque chose de réalisable, il faut savoir cadrer en fait ces outils de création. En fait. Merci. On reparlera de l'aspect applicatif dans quelques minutes, sans doute, avec Alejandro. En attendant, on va écouter Jean-Philippe Lecointe. Toi, tu t'es intéressé aux structures adaptées à l'intégration de tôles à grains orientés. Alors, précisément, est-ce que tu peux nous parler de ces tôles à grains orientés? Qu'est-ce que c'est? De quoi on parle? Et en quoi elles sont potentiellement importantes pour le développement de l'électrification dans le contexte économique que l'on connaît? Alors, les tôles à grains orientés sont des aciers électriques fer-silicium, comportent 3% de silicium en masse, et elles subissent un traitement thermomécanique assez particulier qui font qu'elles présentent certaines propriétés électromagnétiques fort intéressantes. Elles ont des performances qui sont assez exceptionnelles si on les ramène aux aciers traditionnels. Et donc en termes si je parle de performance, ce sont la perméabilité magnétique qui peut être très élevée. On va atteindre des perméabilités relatives de l'ordre de 30 000, ce sont des valeurs assez importantes. En termes de perte fer, les fer sont 4 à 5 fois plus faibles que les aciers conventionnels. Et en termes d'induction à saturation. Donc, elles présentent des performances fort intéressantes. J'ai donné les avantages, il y a évidemment une contrepartie, c'est que ces performances, on les retrouve lorsque les tôles sont magnétisées dans une seule dans une direction bien précise, la direction de la laminaire.
Dès lors qu'on les utilise dans une direction un peu différente, les performances changent. En fait, toute la difficulté, c'est de pouvoir utiliser ces tôles qui sont anisotropes, on va parler d'anisotropie magnétique, c'est de pouvoir les utiliser dans des machines où le champ évolue non pas dans une direction, mais il est plutôt tendance à être tournant. Donc là, il y a une vraie difficulté en matière de topologie de machine. Il a fallu et il faut encore être particulièrement inventif pour pouvoir exploiter ces tôles. Voilà. Puis peut-être pour démystifier un peu l'électromagnétisme, on va parler de grains géants sur ces tôles. Et quand on retire ce qu'on appelle le glass film, le revêtement, eh bien, on peut voir les grains, contrairement aux tôles traditionnelles, là où les grains sont tout petits. Il faut des appareils spécifiques pour les voir. Là, un grain géant, ça a quelle taille? 3 à 5 cm. Il faut imaginer une tôle très fine qui peut faire le standard, c'est 20 centièmes, 23 centièmes aujourd'hui pour les tôles les plus performantes. Donc, on a quelque chose de très fin, mais très étendu. Alors, pourquoi s'intéresser à ce type de tôle plutôt qu'à d'autres types de tôles? Alors, c'est pour faire face aux défis de l'autonomie, des performances, de l'autonomie des véhicules électriques, si je fais référence à l'électromobilité. Si on a une machine qui est plus efficace, plus efficiente, l'idée c'est d'améliorer les rendements, parce que les tôles présentent des pertes fer plus faibles. On se penche naturellement vers cet acier-là. L'induction à saturation est aussi obtenue pour des courants magnétisants plus faibles. Donc c'est assez intéressant parce qu'on peut regagner dans certains cas sur les pertes cuivre, parce qu'on peut jouer sur le courant. Et puis ça permet aussi d'atteindre des valeurs de couple plus élevées. Donc ça veut dire que on va faire à puissance donnée, on peut faire des machines plus petites. Donc ça, en termes d'autonomie, par exemple, sur un véhicule, c'est particulièrement intéressant. Donc aujourd'hui, bon nombre de constructeurs automobiles, pour ne pas dire quasiment tous, s'intéressent aux tôles à grains orientés pour les performances qu'elles procurent. Alors voilà, donc c'est un peu naturel aujourd'hui de parler de tôles à grains orientés, même si au LS2E, on s'y intéresse depuis près de 20 ans. D'accord. Alors, on l'a bien compris par rapport au sujet précédent, là, on est sur des choses bien plus applicatives. Il me semble que sur cette thématique, vous avez travaillé un petit peu avec ThyssenKrupp Electrical Steel. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette collaboration? Nous avons effectivement un partenariat qualifié d'historique, puisqu'il a démarré en 2006. On fêtera l'année prochaine les 20 ans d'une collaboration ininterrompue, ce qui est assez remarquable dans l'histoire, je pense, d'un laboratoire. Et à l'époque, le défi qui nous a été posé par l'entreprise, c'était de pouvoir utiliser une tôle qui était exclusivement utilisée sur des transformateurs et une petite partie sur des machines de très grand diamètre, où là, on peut segmenter les tôles plus facilement. Et tout le défi, c'était de pouvoir utiliser les tôles à grains orientés dans des machines classiques. La première machine à laquelle on s'est intéressé, c'est la machine asynchrone, et pour laquelle on a poinçonné des tôles tout à fait classiquement, on va dire, et on s'est amusé à décaler spatialement les tôles, et avec une distribution une distribution du flux dans la machine qui était complètement différente, et ça a posé toute une problématique, notamment de modélisation, parce que encore aujourd'hui, modéliser des phénomènes d'anisotropie magnétique sur des tôles aussi fines, ça reste un défi, en prenant en compte les non-linéarités. Une collaboration plutôt exemplaire. Alors, comment est-ce que, presque 20 ans, comment est-ce que ça a évolué? Est-ce que vous avez juste commencé par une presta, vous avez fait une thèse, vous êtes allés ensemble vers des projets plus importants? Comment ça a évolué au fil du temps? L'histoire a commencé à s'écrire avec le CPER MEDE, et puis avec plusieurs opérations. Donc c'était sur les bavures de coupe des transformateurs, sur les machines. Voilà, on a enclenché plusieurs opérations. Et puis l'histoire a continué à s'écrire avec des prestations recherche, d'autres thèses qui se sont enchaînées. Il y a une relation de confiance qui s'est établie. Et voilà, avec ce qui nous a conduit à réfléchir à des topologies de machines qui utilisent principalement des tôles à grains orientés, parce qu'on avait bien pris conscience au laboratoire de tout l'intérêt de cet acier. Voilà, cette collaboration, elle a donné lieu à des machines tout à fait originales. Je peux par exemple citer une machine à flux axial à tôle à grains orientés, full grain orienté,
et qui a donné lieu à une collaboration avec le L2EP. J'ai notamment co-dirigé une thèse avec Mounaïm. Je suis venu le chercher pour travailler sur une machine assez particulière, donc à l'atoll à grain orienté, à la fois au rotor et au stator. C'est un bel exemple, je trouve, de collaboration qui est née d'un partenariat industriel et puis qui a ruisselé sur d'autres laboratoires pour allier nos forces et répondre à la problématique scientifique. Donc c'est une machine tout à fait originale. Une machine à flux axial, le projet a été lancé en 2016. Ça nous a donné raison parce qu'aujourd'hui, combien de projets sur la machine à flux axial sont en développement? On était un peu, je ne sais pas si on peut parler de vision, mais en tout cas, on s'est lancé sur le sujet à l'époque et sur une machine sans terre rare, avec des tôles nobles. Donc voilà comment la collaboration, pour rebondir sur la question, la collaboration a pu évoluer. La collaboration donc avec le L2EP, vous l'avez initiée, elle a évolué. Vous envisagez toujours de collaborer. Comment ça se passe Alors, il y a une thèse a été soutenue sur le sujet. On a continué avec un postdoc dans le cadre du CPER Énergie électrique 4.0. Donc, l'histoire continue sur cette machine. On n'a pas fini de la caractériser. Il y a encore du travail à faire dessus pour la comprendre, pour évaluer ses performances. Et oui, donc la collaboration, elle tient encore. Et tout à fait ouvert pour travailler de concert sur des machines très innovantes. Et travailler avec Mounaïm sur ce sujet-là, on ne peut être que plus fort. Voilà, on a gain de compétences. À l'échelle purement académique, parce qu'il y a peut-être des entreprises qui nous écoutent, ou est-ce qu'il faudrait qu'il y ait un partenaire industriel qui vous rejoigne en plus dans la danse? Alors, il y a déjà ThyssenKrupp dont on a déjà parlé, mais est-ce qu'il y a d'autres secteurs applicatifs qui pourraient être visés? On a une machine qui fait preuve de concept. Ça va dépendre des tendances, je pense, sur les matériaux qui sont en tension, et jusqu'à quel point on veut éviter, on veut mettre en évidence l'impact écologique. Est-ce qu'il faut s'affranchir complètement des aimants? Ça, c'est une des clés. Après, ça va dépendre effectivement du secteur applicatif. Est-ce que j'ai besoin d'une machine qui tourne très vite? Cette machine-là peut prendre son sens parce que j'ai plus le rotor est particulièrement simple. Donc, ça offre certaines possibilités. Donc là, ça va dépendre du partenaire. Ce que l'on a à mettre dans la balance, c'est quand même des pertes qui peuvent être allégées, optimisées. Une structure, alors aujourd'hui pas forcément plus simple, mais qui pourrait l'être au regard des solutions plus complexes pour augmenter le niveau de performance des machines. Donc, je pense qu'un partenaire industriel, un motoriste, pourrait s'intéresser au sujet. Voilà. Je pense qu'un fabricant de partenaire de l'opération serait très ouvert aussi à la discussion. Okay. Alors, vous vous êtes écoutés les uns les autres. Est-ce que vous avez envie d'interagir? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous êtes curieux de ce que les uns les autres ont dit? On va t'écouter dans quelques instants, Alejandro, pour l'instant. Et effectivement, on a parlé fabrication additive, on a parlé de bobinage, etc. Est-ce que tous ces sujets-là vous questionnent? Moi, j'ai une question pour Mounaïm sur la machine asynchrone de bobinage dentaire, sur le bilan des. C'est vraiment pas prévu pour le coup. Sur le bilan des pertes, est-ce qu'on gagne? Est-ce qu'on sait chiffrer ce que l'on gagne en termes de pertes cuivre sur le stator? Et donc ça allège la balance, mais on l'alourdit côté rotor. Est-ce qu'on sait chiffrer? Est-ce qu'il y a un équilibre qui s'est. Je vois bien la question de machine. Effectivement, le but du jeu au départ, c'était de diminuer au maximum la quantité de cuivre utilisée au stator. Avec les triple cages, on diminue moins le cuivre que ce qu'on aurait pensé si on n'avait qu'une seule cage, parce que justement, on rajoute deux de chaque côté, un autre court-circuit. Donc, par la force des choses, c'est moins intéressant. Enfin, c'est moins intéressant. C'est intéressant, mais c'est moins que ce qu'on aurait souhaité au départ. Néanmoins, ça reste dans le domaine du faisable. Alors maintenant, on n'a pas été beaucoup plus loin parce que la thèse est terminée. Puis malheureusement, ce n'est pas toujours évident de poursuivre des travaux comme ça. C'était un one-shot, mais on aurait aimé continuer un peu. Ce n'était pas dans les priorités de Somfy, mais bon, on espère avoir quelqu'un d'autre pour pouvoir. Parce que sur une petite machine, certes, là la preuve de concept est faite.
ça, il n'y a aucun problème. Par contre, les performances, est-ce que c'est encore meilleur ou pas? Là, il faudrait une machine qui soit un peu plus grande en termes de puissance pour pouvoir transposer les résultats. Là, c'est vraiment un prototype qui fait une vingtaine de watts, donc c'est vraiment très petit. Pour Somfy, c'était intéressant pour leur volet roulant. Nous, bon, si on doit faire ça pour une machine un peu plus élevée, il faudrait aller sur une puissance un peu plus élevée et vraiment tester sur un banc de caractérisation. Mais à mon sens, ça vaut le coup. Il y a des choses intéressantes à en tirer. Mais c'est toujours une question d'opportunité et bon, l'idée n'apparaît pas forcément au bon moment et dans un contexte où il y a la possibilité d'aller plus loin. Voilà. On a les prototypes, ils sont là, mais... C'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure, on est toujours à l'échelle des prototypes, on a du mal à... S'il y a des gaps à identifier, c'est essentiellement ça, oui. C'est essentiellement ça. Mais il y a de la matière, parce que nous, le but au départ, c'était d'utiliser la même carcasse du Stator et mettre juste des bobinages dentaires. Mais il est évident qu'on peut aller beaucoup plus loin. Des bobinages vraiment des grosses dents, voilà. Tout à fait, c'est exactement ça. Pour alléger aussi le process et systématiser la fabrication des bobines. Et du coup, ça va être beaucoup plus rapide à fabriquer, etc. Mais au départ, c'était juste pour montrer que c'était faisable. Et bon, et il y a de l'optimisation à faire, que ce soit sur les dents, sur les parties. Ouais. Il y a beaucoup de choses à faire derrière. J'ai une question par rapport à ça. Donc, dans ce type de machine, donc, vous allez occuper un volume parce qu'il y aura, entre guillemets, des têtes de bobines qui vont sortir un petit peu pour faire les trois cages. Non, pas tant que ça, parce que de toute façon, on a le stator et on a les têtes de bobines. Même si on les raccourcit, il reste quand même les chignons, même si ce sont des bobinages dentaires. Donc, quand on met la carcasse, le rotor plus les trois cages, ça ne dépasse pas les chignons du stator. D'accord. En volume extérieur, ça ne change rien. Ça n'augmente rien du tout. D'accord. Donc justement, c'était une des choses qu'on dit, bah oui, on devait la faire plus grande. J'avais une autre question pour Jean-Philippe. En fait, dans ce type de matériaux, les tôles à grande orientée, toi, tu avais parlé des grands, des 5 centimètres. C'est des grands, très, très, très grands. En fait, et ça ne pose pas de problème au niveau des pertes parce que plus la surface des grands est grande, plus on aurait tendance à penser qu'il y a une surface plus grande pour la circulation des courants induits. Donc, du coup, il n'y aurait pas un optimum entre la taille des grands et la fréquence d'utilisation ou ça ne joue pas tellement. Alors, modifier la taille des grains, là, on va toucher au process, là, ça devient très, très compliqué. Non, plus une tôle est fine, plus les grains ont tendance à être grands, et plus la tôle est performante. Globalement, c'est ce qui ressort. La problématique, elle vient plutôt de l'utilisation qu'on fait de la tôle. Quand je viens poinçonner la tôle, quand je viens processer la tôle, c'est là qu'on peut avoir des problématiques, parce qu'on vient évidemment abîmer ce grain, et donc dans certains cas, il y a des recuits qu'on est obligé de faire. Donc actuellement, au laboratoire, on s'intéresse beaucoup à l'impact de la découpe. On est en train de lancer un très beau projet actuellement sur une thématique, voilà, un très gros projet sur l'impact de la découpe sur les performances des tôles et comment je peux modifier certaines parties de cet acier pour pouvoir minimiser l'impact de la découpe. Alors, on est en train de travailler sur le sujet. La tôle en tant que telle, si on prend une grande surface, elle a des pertes qui sont absolument remarquables, elles sont très faibles. Et après, une fois que je l'ai processée, qu'est-ce qui se passe? C'est là que c'est un petit peu plus compliqué. Donc il y a beaucoup de choses dans les littératures sur le sujet. On est en train d'y travailler. Est-ce que nous avons des questions dans la salle ou à distance? Pas de questions dans la salle? Ah, oui. Quels sont les obstacles technologiques et économiques associés à l'intégration des tôles à grains orientés dans les machines à flux axial et quelle approche d'optimisation peut être développée pour concilier les contraintes de fabrication, l'efficacité électromagnétique et la durabilité des systèmes? Qui prend cette question? C'est là. C'est une très très bonne question sur
Le frein aujourd'hui sur l'utilisation des tôles à grain orienté, il est, je vais dire, sur le coût. C'est un acier qui coûte un petit peu plus cher. Est-ce un frein aujourd'hui? Ça l'était peut-être il y a 20 ans quand on a commencé les études. Aujourd'hui, ça l'est un petit peu moins quand on va parler d'autonomie et d'allongement de l'autonomie, de l'augmentation de l'autonomie des véhicules. Aujourd'hui, c'est la chasse aux pertes. Donc, utiliser un acier à grain orienté, même s'il coûte un peu plus cher, je ne pense plus que ça soit un frein. Je parlais à l'instant du process. Le process est aussi un petit peu plus coûteux. Parce qu'un acier à grain orienté, la tôle est recouverte d'un glace film qui est un petit peu plus dur à découper. Donc, processer la tôle est un petit peu plus complexe. Ça use un peu plus les outils de coupe. C'est un sujet sur lequel je parlais d'un gros projet en développement. On est en train de s'y intéresser. Comment faire en sorte que cet acier soit plus facilement découpable. Voilà. Après, le fait que l'acier soit anisotrope, contraint à segmenter quelque part pour pouvoir, je vais vulgariser un petit peu, on va découper des morceaux de tôle pour aider à la canalisation du feu. Ça peut être un désavantage. A priori, c'est un désavantage. Quand on vient découper, c'est des opérations supplémentaires. Ça peut être aussi un avantage parce que ça veut dire que si on découpe pièce qui nous arrange, on peut aussi minimiser l'utilisation de matière. Et en termes de rebut, on peut gagner beaucoup. Et là, en conséquence, le surcoût du prix de la matière est un petit peu gommé. Et puis d'un point de vue environnemental également, on va parler d'économie circulaire. J'utilise moins de matière, donc quelque part, c'est bénéfique sur tout l'ensemble de la chaîne de matériaux utilisés. Ah bien, je ne sais pas si on a répondu complètement à la demande d'Idir, j'espère que oui. Je peux juste rajouter quelque chose. Je pense que jusqu'à 13 ans, enfin depuis longtemps, on a toujours travaillé avec des électrotechniciens qui faisaient des machines, des gens qui faisaient des procédés qui fabriquaient des machines, et puis des gens qui faisaient des matériaux qui faisaient des matériaux. Je pense que dorénavant, il va falloir qu'on aille un peu plus loin et qu'on travaille de concert sur les trois, parce que ça doit être absolument interdisciplinaire. Prendre juste une tôle et dire je fais une optimisation topologique et je peux faire ça, oui, mais après il faut la fabriquer. Quelles sont les contraintes de fabrication? Quel est le matériau utilisé? Donc, il faudrait vraiment qu'on réfléchisse à travailler avec des gens de procédés de fabrication d'un côté, des gens de matériaux de l'autre, et les électrotechniciens pour la partie électrotech ou pour la partie machine en elle-même. Mais c'est à voir, c'est à creuser. On a atteint, je pense, un certain plafond de verre sur les performances des machines. Aujourd'hui, si on veut gratter les derniers points de rendement, il faut vraiment s'intéresser aux matériaux de très près. Et il y a une marche à franchir. Donc effectivement, c'est ce que vous me disiez, il faut travailler de manière collaborative sur les matériaux, mais aussi, on va parler de génie des procédés. Aujourd'hui, quand vous fabriquez une machine, le procédé classique, on fait le circuit magnétique, on chauffe une carcasse, on fait la carcasse en aluminium, on la chauffe, on se dépêche de l'insérer dedans, la carcasse se rétracte, sauf qu'en se rétractant, les contraintes de frettage, elles introduisent des pertes elles peuvent aller. Alors c'est difficile de chiffrer dans la littérature, il y a des choses, ça va dépendre de l'acier, ça va dépendre du diamètre, ça va dépendre de la contrainte. En gros, on peut augmenter de 5 à 15% les pertes rien qu'avec la contrainte de frettage. Donc là, on est vraiment dans le génie des procédés. Qu'est-ce que je dois faire quand je crée ma machine? Est-ce que je garde ce système de frettage, on va dire un peu naturel, ou bien je viens contracter, ou alors je viens calculer au plus juste, j'essaie d'être un peu plus ingénieux sur le maintien de mon circuit magnétique dans la carcasse. Il y a des avancées à faire. Et en termes de collaboration, aujourd'hui, les travaux que nous, on est en train d'enclencher sur les aspects matériaux se font avec un laboratoire de mécanique, le LAMI, un laboratoire régional de l'UPHF. On va travailler avec des spécialistes de la découpe pour regarder ce qui se passe quand on vient couper la tôle, qu'est-ce qui se passe au bord de tôle et qu'est-ce que ça impacte aussi sur le paquet de tôle complet. On a une analyse échantillonnaire de la tôle sur le paquet de tôle, on parle de circuit magnétique, mais on le fait maintenant avec des collègues mécaniciens qui vont nous apporter les compétences qu'on n'a pas. Et l'association, 3 parties, métallurgiste, électrotechnicien classique et mécanicien, elle peut être très très profitable et elle peut nous faire progresser.
Si je vous entends bien, on a toutes les compétences, en tout cas académiques, sur le territoire pour aller de l'avant ensemble sur ce sujet, ou est-ce qu'il faut aller chercher des compétences qu'on n'a pas ailleurs? On est bien armé. On est bien armé dans la région. Sauf qu'on travaillait chacun dans notre coin. Mais c'est pas parce qu'on ne voulait pas travailler ensemble, c'est parce que historiquement, c'est comme ça. Les métallurgistes travaillaient dans leur partie, ils faisaient des matériaux. Ceux qui faisaient des procédés, ils faisaient des procédés pour que ça soit le plus simple possible, justement pour fabriquer une machine. Hein. On a parlé de comment effectivement le paquet de tôle, c'est exactement ça. Hein, les pertes vont automatiquement augmenter. Mais à l'époque, lorsqu'on l'a conçu, c'était pour des simplicités de fabrication. Il n'y avait pas cet aspect derrière, je vais augmenter les pertes. Mais si on travaille à 3, dans les 3 parties, ça ne peut être que bénéfique pour tous d'ailleurs. Et pour la partie écologique, c'est pas plus mal. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Oui, je t'en prie. Bonjour, Raphaël Romary, donc LS2E. Donc j'aurais deux questions, peut-être une plus pour Stéphane Vivier par rapport à la fabrication additive, l'optimisation topologique. Ça dépend. Est-ce que c'est en fait ces procédés peuvent devenir un jour compatibles avec des productions de masse, de machines? Je passerai tout de suite peut-être à ma deuxième question, c'est plus par rapport à l'ensemble, donc on parle de nouvelles topologies, mais en fait, est-ce qu'une nouvelle topologie, il y a aussi l'aspect commande qui peut être associé? Est-ce que au niveau topologie veut dire peut-être aussi nouvel type de commande adaptée, quoi, associé à une topologie donnée? Alors, sur la première question, si je me permets. Donc, à l'heure actuelle, je dirais que la fabrication additive, elle a avancé pas mal, mais on n'est pas encore en la phase d'industrialisation. Par contre, ça permet justement l'accélération de la fabrication des prototypes. Ouais. On se rapproche, on peut prototyper certaines idées beaucoup plus vite qu'on le faisait avant. Ouais. Et dans ce sens, on peut conduire à une future industrialisation, peut-être pas avec la fabrication additive, mais déjà avec des idées qui viennent de la fabrication des prototypes avec ce type de méthode. Ouais. Donc, je ne vois pas tant la fabrication additive dans une fabrication, disons, en masse, je la vois plutôt dans la fabrication des prototypes. Oui. Il y a des nouvelles inconnues, hein, ce sont les matériaux imprimés, donc pour le coup, c'est des nouveautés, quoi. C'est-à-dire, autant on a une connaissance des tôles ferromagnétiques, quelles qu'elles soient, mais par contre, les matériaux imprimés, là, il y a toujours des développements en cours, donc on apprend en marchant, donc effectivement, il y a des matériaux, c'est bien, c'est pas bien. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce qu'on peut en avoir des avantages ou pas? En tout cas, pour une impression, enfin, il y a d'autres problèmes qui apparaissent pour les impressions. Hein. L'impression par 3D comme ça, c'est que l'image comme ça va être compliqué. Il faut faire autrement. Les pertes vont pas être les mêmes que par rapport à un imprinement de tôle. Donc, est-ce qu'on peut contourner le problème? C'est-à-dire, voilà, on introduit des nouveaux matériaux, mais il y a d'autres difficultés qui apparaissent. Est-ce qu'on peut les contourner? Enfin, voilà. Bon, pour l'instant, c'est un petit peu un jeu de la souris. Ça va, finalement. On peut sortir gagnant, finalement, de l'introduction de ces nouveaux matériaux au travers donc, de la nouvelle façon d'imprimer ou de fabriquer tout ou partie des machines. C'est pas clair. Hein. Que ce soit pour les parties fer ou les parties bobines. Hein. Une des limites, est-ce que c'est pas justement le temps de production en fabrication additive? Là, on parlait du gap d'un point de vue industriel. On comprend l'intérêt de la fabrication additive pour les pièces complexes, par exemple. De là à faire des longues séries, c'est autre chose. Est-ce qu'il n'y a pas cette problématique-là également? Oui. Le temps de fabrication des pièces va jouer beaucoup. Et aussi tous les aspects liés au post-traitement des pièces, parce qu'il n'y a pas que la fabrication. Il faut aussi traiter certains matériaux, il faut passer par des fours, etc., des profils de température pour obtenir à la fin des propriétés physiques qui soient compatibles avec les applications. Donc, je dirais que c'est une technologie naissante,
mais qui est promoteuse surtout parce qu'elle va permettre d'ouvrir des nouveaux horizons. Hein. Et là, ça m'a fait l'introduction, c'est ce que je vais, C'est ce que tu vas faire. c'est ce que je vais essayer de raconter tout à l'heure, mais en étant un petit peu provocateur justement pour ouvrir la discussion sur ces nouvelles, disons, portes qui pourraient s'ouvrir éventuellement, mais en restant quand même réaliste dans le sens où ces nouveaux outils peuvent produire que des prototypes à l'instant où on est. Oui. Ouais. Et donc peut-être que ça pourrait accélérer, on va dire, une certaine maturité pour arriver à des nouvelles concepts et machines, mais pour l'instant, disons, les aspects forts, ils sont dans les prototypages. L'horizon, pour l'instant, c'est le prototype. C'est pas Ouais, en fait, nous, on va suivre d'une certaine manière ce qui s'est passé dans l'industrie mécanique, c'est-à-dire que la fabrication additive, elle est née pour faire du prototypage rapide. C'était un synonyme. Ouais. Et puis, on voit que sur certaines applications niches, par exemple la neuronautique, là, il y a vraiment maintenant un apport réel de la fabrication additive. Ouais. Donc, nous, à mon avis, on va suivre cette même tendance, disons, en génie électrique, c'est-à-dire que ça va nous permettre d'avancer sur le prototypage et à moyen et long terme, ces prototypes peuvent devenir industrialisables. Même si la technique de fabrication n'est pas exactement celle de la fabrication. Alors, je vais voir s'il y a encore une question à celle, parce que je sens qu'Alejandro a envie d'enchaîner sur son sujet. Pas de questions à distance. Si, il y a une question à distance, allons-y. Est-ce que cette topologie de moteur asynchrone à bobinage concentré est extrapolée à des niveaux de puissance plus élevés, exemple 1000 kW et plus, et quel impact sur le rendement et le facteur de puissance? Sur une dizaine de watts, on a bien montré que ça pouvait se faire. Maintenant, pour aller plus loin, ça demanderait de l'investigation, c'est-à-dire que ça demanderait de faire des calculs, déjà des simulations, des modélisations pour des choses un peu plus élevées en termes de puissance. Et ensuite, le juge de paix reste le prototype avec une puissance relativement élevée pour voir si ça correspond à la réalité ou pas. On a beau simuler, bon, c'est bien la simulation, mais elle est un peu trop déterministe, parfois, parce que il suffit qu'il y ait un petit jeu, etc., et ça peut changer beaucoup de choses. Donc après, il faudrait tester. Mais je suis confiant, oui, je pense que ça peut contribuer à avoir des choses intéressantes. Et encore une fois, on a juste changé le bobinage d'une carcasse statorique classique. Donc, il faut aller plus loin, optimiser et la carcasse, etc. Et ensuite, oui, et je pense que ça pourrait être nettement plus intéressant d'ailleurs pour une machine un peu plus grosse et avec des dents plus élevées, plus épaisses, pardon, que pour une petite machine, justement, où l'impact des procédés de tout ce qui est découpe est très, très influent lorsque les dents sont faibles. Ça a beaucoup plus d'impact. L'étude est à faire parce que c'est vrai, une petite machine a tendance à être plus résistive, donc on peut peut-être gagner. Ce qu'on gagne d'un côté, on peut peut-être le perdre de l'autre, j'en sais rien. Une grosse machine peut-être un peu moins résistive, on peut peut-être moins gagner sur les pertes. Pour aller plus loin. Pour aller plus loin, mais ça pourrait être un moyen intéressant justement de jeter un coup d'œil et de voir si on ne peut pas faire mieux que ce qui a été fait pour la petite machine. Et pourquoi pas par rapport à ce qui se passe actuellement pour des machines classiques avec un bobinage distribué classique. Une dernière réaction? Oui, je voudrais finir, parce qu'on a répondu à la moitié de la question de Raphaël, il y en avait une deuxième sur la commande. Donc, on a plutôt raisonné en machiniste, on va dire topologie de machine. Le deuxième niveau, c'est évidemment d'intégrer toute la partie commande. On ne peut plus aujourd'hui dimensionner un convertisseur si on ne prend pas en compte sa commande en fonction des niveaux de tension, en fonction de l'isolation qui est nécessaire. Ça va conditionner le volume de cuivre dans l'encoche, le volume d'isolant dans l'encoche. Si on modifie la taille de la dent, ça peut conditionner le type d'acier qu'on va utiliser. Voilà, il y a une multitude de paramètres à prendre en considération. Ça dépend, et aussi de plus en plus, parce qu'aujourd'hui on dimensionne des machines, mais l'application
est de plus en plus importante. Si on raisonne en termes d'économie circulaire, est-ce nécessaire de mettre du grain orienté sur une motorisation qui va qui va fonctionner 3 minutes par jour sur une porte de garage, par exemple? Si, par exemple, on a une application ou d'une machine qui fonctionne H24, plein pot, et pour laquelle on a besoin d'un rendement totalement optimisé, là, il faut pousser tous les curseurs à fond, utiliser de la tôle noble, etc. Et là, la commande, elle intervient forcément. Donc, nos réponses, elles ont été... Enfin, dedans, mais c'était plutôt la réponse du machiniste. On observe une topologie. Derrière, il y a une optimisation à faire en intégrant la commande. Je vais dire, évidemment, aujourd'hui, si on veut faire un actionneur, une chaîne complète qui soit cohérente. Je peux voir encore une question passer. Allons-y. Encore M. Arsenal, qui me demande quels sont les verrous technologiques et méthodologiques associés à la conception de bancs d'essai multiphysiques dédiés à l'analyse des machines électriques et quelles stratégies d'optimisation peuvent être mises en œuvre pour améliorer leur capacité à valider rapidement des architectures innovantes tout en garantissant une corrélation avec des modèles théoriques. Précise Power HIL. Dire que généreux. C'est une question à tiroir. Il y a deux c'est moi qui me lance, c'est ça. On peut le faire. Il y a une double réponse. Si je comprends bien, le premier niveau, c'est la validation par banc de charge classique. Et là, au plus tu as de moyens, au plus tu peux faire dans le rapide. Il faut déjà le moyen d'essai, le banc forte puissance, forte vitesse de rotation élevée. Ça nécessite des moyens d'adaptation aussi lorsqu'on veut tester la machine. Il faut aussi l'onduleur si on veut tester. Donc là, c'est fortement tributaire des moyens matériels et donc financiers qu'on a à disposition et des RH pour faire fonctionner ces équipements. Après, tu évoquais les bancs HIL avec de la simulation pour tester des parties d'une chaîne de traction, par exemple. Il y a nécessité, dans ce cas-là, d'avoir une certaine robustesse au niveau des fiabilités des modèles qui sont implantés dans des systèmes HIL. C'est le gros verrou. Et après, c'est l'échelle à laquelle on se situe. Vérifier un fonctionnement régime permanent, voilà, je regarde que les fondamentaux, ça peut fonctionner assez bien. Dès lors que je vais m'intéresser à des phénomènes de décharge partielle, par exemple dans des motorisations électriques, là, les bancs trouvent leurs limites. Donc, il faut des bancs dédiés très spécifiques pour pouvoir répondre à ces questions. Ça dépend des objectifs qui sont fixés et de l'échelle de l'analyse. Quelqu'un a une autre partie de réponse à apporter? Oui, mais c'est la partie modélisation, justement. Je ne sais pas si... Oui. Je m'en numérique, ça c'est... J'allais dire, c'est... Oui, on partit. Il faut être capable de pouvoir modéliser le système, mais le modéliser en se rapprochant le plus possible de la réalité. Pour l'instant, on sait faire des modèles numériques, certes, mais qui sont basés sur des hypothèses. On ne peut pas prendre en considération la totalité. Ce qu'on essaye de faire, c'est de se rapprocher le plus possible. C'est-à-dire qu'on a une ossature, on a un premier gabarit, un cœur, et ensuite on essaie d'ajouter les imperfections qui sont directement relatives à la machine, aux matériaux, à la découpe, à ceci, à cela, pour prendre en considération la totalité. Alors, malheureusement, comme l'a dit tout à l'heure Stéphane, c'est que ça demande du temps de calcul. Donc, c'est un compromis. On ne peut pas tout avoir. Donc, jusqu'où on peut aller en termes de précision sans passer des jours ou des mois de calcul. C'est un choix aussi. Maintenant, est-ce qu'on peut faire du multiphysique? Dans l'absolu, c'est tout à fait faisable. Mais encore une fois, on va le payer. Et jusqu'où on va sur le multiphysique? Est-ce que c'est juste pour regarder l'augmentation de la température? Mais ça, on sait faire. Ou on va aller plus loin. L'augmentation de la température va changer la valeur de la résistivité ou de ceci qu'on peut réinjecter dans le modèle électromagnétique pour aller encore plus loin en précision. Mais il faut regarder quel est le gain en termes de précision par rapport à l'investissement, que ce soit en temps, en énergie ou ce qu'on veut, qu'on met en face.
Mais il ne faut pas se leurrer. On a le jumeau numérique au sens où on l'entendrait, où on l'entend souvent. Pour moi, c'est, je dirais pas utopique, mais pas loin. Il faut que le système soit. Enfin, si je veux un jumeau numérique, oui, pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, il faudrait prévoir les capteurs qui vont avec. Sans retour, sans rétroaction du dispositif avec les mesures pour pouvoir voir l'évolution, un jumeau numérique, il est ce qu'il est, un modèle. C'est tout. Peut-être une toute dernière question, parce qu'après, Alessandro, ils attendent. Sur le vieillissement des structures qui sont fabriquées en fabrication additive. On n'a pas encore des recours sur ça. Moi, ça c'est justement une des thématiques qu'il faudrait voir. Ça peut constituer un verrou éventuellement à lever pour voir quelles sont les performances qu'on pourrait obtenir avec ce type de nouveaux procédés. Ouais. Mais à l'heure actuelle, on n'a pas assez de recul. Des prototypes, c'est pas tellement gênant, mais si on va industrialiser avec ça, ça va commencer. Oui. Il y a un très très beau projet à déposer sur le vieillissement des machines par fabrication additive avec une magnifique plateforme qui verra le jour en 2026 et qui aura les équipements pour pouvoir tester les machines imprimées par fabrication additive. C'est déjà plus ou moins avec discussion. On commencerait à l'avoir, donc il y a peut-être un Vulcain 2 qui serait consacré. Une éruption. Très bien, très bien. Écoutez, je vous remercie. Je propose, Alejandro, que tu puisses nous dresser, non pas le mot de la fin, mais en tout cas les perspectives. Tu as dit que tu allais être un petit peu provocateur à présent. Nous allons t'écouter. Tu vas nous parler de comment lever les freins pour révolutionner la conception des machines électriques. Il me semble que tu as une présentation. Oui, oui, effectivement. On va diffuser en attendant qu'elle arrive. Je suis conscient que le titre il est trop ambitieux, donc je ne vais pas donner toutes les réponses. Donc, j'ai quand même essayé de synthétiser des différents documents pour faire un petit peu un état de l'art sur la chose. Alors, oui, les freins, il y en a pas mal. Révolutionner, je crois que là, on va aller dans l'essence qu'on a mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire des interactions. C'est-à-dire là, il y a les matériaux, il y a les méthodes de fabrication, il y a les aspects conception. Ouais. Et donc, les premiers freins, à mon avis, c'est qu'il faut sortir des géométries classiques, entre guillemets. On a vécu historiquement, entre guillemets, je vais dire comme ça, dans la dictature des machines à flux radial. Il y a quelques décennies, on a introduit les machines à flux axial. Il y avait aussi les machines à réluctance variable, qui ont, jusqu'à très peu, je dirais, moins d'une décennie, commencé à être utilisées. Donc, c'est-à-dire qu'on commence à avoir une diversité de machines qu'avant, on n'avait pas. Et là, par exemple, je mets ça, bon, ça peut paraître assez exotique, c'est des actionnaires sphériques. Justement, c'est la fabrication d'autres types de machines qui pourraient être au plus près du comportement mécanique qu'on souhaiterait. Pas forcément des machines rotatives, mais qui ont d'autres types de comportements, ouais, comme ces moteurs rotulaires. Ouais. Donc, voilà. Donc, bien sûr, là pour rebondir encore à une chose qu'on disait tout à l'heure, ce type d'application des nouvelles machines, ça vient accompagner de toute une conception aussi pour la commande. Donc, il faut repenser aussi de la commande, etc. Alors, un autre verrou, c'est repousser les limites des différents matériaux. Et justement, je reviens à la discussion qu'on avait tout à l'heure sur la taille des grains. Parce que, par exemple, je vais revenir tout à l'heure, mais la microstructure qu'on peut produire avec certains types de méthodes de fabrication n'est pas nécessairement la même microstructure qu'on a avec les tôles classiques. Donc, il se pose la question de comment
avoir les bonnes caractéristiques magnétiques ou électriques ou thermiques, parce que je ne parle pas forcément des matériaux magnétiques, je peux parler aussi des conducteurs ou des isolants ou même de la tenue mécanique de ces structures. Et donc là, un exemple, on a par exemple là dans l'image différents types de structures pour limiter la circulation des courants induits. Alors bien sûr, il y a des problèmes parce qu'on retire de la matière, donc le comportement magnétique, il ne va pas être forcément le même que sur un matériau plan, mais ça donne déjà des idées entre guillemets, d'optimisation qu'on pourrait tester pour justement limiter les pertes à l'intérieur de certains types de matériaux, et notamment ici sur les matériaux magnétiques. Donc on va passer à la suivante. Donc, alors, où est-ce que ça va nous conduire? Ça, c'est pour nous mettre sur des nouveaux challenges. C'est-à-dire qu'on a parlé justement tout à l'heure aussi de la réduction de la quantité des matériaux utilisés à cause des problématiques qu'on connaît, géopolitiques, disons, sur les terres rares, ou bien parce que on voudrait, par exemple, utiliser des matériaux recyclables pour les mettre dans de nouvelles machines, etc. Donc, pour le bobinage, par exemple, on pourrait explorer d'autres formes géométriques. Donc là, il y a un exemple des collègues de l'Université de Gand où ils essayent de gagner en utilisant d'autres types de matériaux, par exemple l'aluminium, pour faire des nouveaux types de bobines avec un taux de remplissage un petit peu plus élevé et avec des caractéristiques thermiques qui pourraient être améliorées pour des applications sur des machines électriques. Et puis, il y a d'autres questions, par exemple, comment optimiser la forme des dents pour par exemple, avoir des champs magnétiques plus proches d'une forme sinusoïdale, si on veut, ou d'autres formes de champs, etc. etc. Et donc, on voit que sur les bobinages, il y a aussi beaucoup de questions ouvertes qu'on peut se poser pour la conception de nouvelles bobines. Alors, matériaux magnétiques, bien sûr. Alors là c'est des travaux qu'on a fait à l'UTC. Donc, on a travaillé sur la fabrication des matériaux ferromagnétiques, mais avec des taux de silicium de 6,5%. Alors, c'est un pourcentage qui va maximiser la perméabilité et réduire la magnétostriction. Oui. Donc, et en même temps, il y aura une augmentation de la résistivité, c'est-à-dire qu'on va réduire les courants induits. Le problème de ce type de matériaux, c'est que lorsqu'on monte un taux de silicium, le matériau devient cassant, très fragile. Et donc, il y avait notamment un fabricant japonais qui avait réussi dans son procédé technologique à infuser, on va dire c'est comme ça, du silicium en utilisant un dépôt en phase vapeur. Et donc, il avait réussi quand même à avoir un matériau commercial. Alors, l'introduction de la fabrication additive sur ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, à cause de la vitesse de refroidissement très rapide qui vient naturellement avec ce type de procès de fabrication, on peut éliminer ce qu'on appelle les phases ordonnées, qui sont celles qui vont causer la fragilité des matériaux. Et donc, on est en capacité de fabriquer ce type de matériaux et qui tiennent mécaniquement pour les types d'applications que nous, on cherche, c'est-à-dire à l'intérieur des machines électriques rotatives. Donc, ça c'est très encourageant. Alors, le problème, parce que ça vient pas tout seul, la réussite, ça vient avec ces problèmes, c'est que c'est pour l'instant, c'est un matériau massif. Et justement, on est en train de voir comment obtenir un type de structure multimatériaux pour empêcher les courants induits de circuler. Donc, on va continuer. Donc, un autre challenge, des nouvelles possibilités pour le refroidissement. Bon, la maîtrise des échanges thermiques est devenue un sujet très, très important dans les machines,
notamment parce que on veut de la compacité, donc c'est-à-dire réduire les volumes, augmenter les vitesses, ouais, mais ces contraintes vont gérer plus de chaleur à l'intérieur de ces dispositifs. Donc, on peut songer en combinant, par exemple, des bobines avec des conducteurs creux, ouais, à des refroidissements qui vont, pareil, ouvrir de nouvelles possibilités pour atteindre des performances plus élevées sur cette contrainte. Puis, il y a aussi des nouvelles manières d'assembler les composants. Parce que, comme je disais tout à l'heure, un des problèmes, si par exemple on utilise la fabrication additive, c'est qu'il faut songer à fabriquer des structures multimatériaux, ce qui n'est pas évident. Mais par contre, on pourrait songer à la possibilité de fabriquer des pièces et puis de les faire passer par un post-traitement pour ensuite les assembler. Ouais. Et la fabrication additive pourrait nous donner des pistes pour faire ce type de choses. Notamment, ça fait partie d'un des projets qu'on est en train de faire actuellement, c'est le projet Vulcan, donc dont l'objectif est justement de tester différents types de technologies de fabrication additive pour faire des assemblages, ouais, en passant ce type de matériaux par des post-traitements, notamment les dépôts de vernis isolants qui pourraient par la suite permettre l'assemblage par exemple, les noyaux ferromagnétiques. Ouais, mais la même chose pour la bobine. Ouais. Et puis enfin, dernière, je finis sur ça. Vous avez vu que j'ai quand même une petite idée, c'est la fabrication additive qui pourrait nous donner quand même quelques réponses sur cette révolution de la conception des machines électriques. Ouais, et là c'est extrait d'un document qui est sorti récemment, c'est les laboratoires NRL aux États-Unis, donc un document du décembre 2024, où ils font toute une étude prospective sur l'utilisation de la fabrication additive pour la fabrication des générateurs dans des applications éoliennes, et surtout des grosses éoliennes, où il y a justement toute la problématique du transport des gros assemblages qui peuvent casser à n'importe quel moment. Et donc, ils se sont dit, autant réfléchir à les fabriquer sur place avec des techniques de fabrication additive et puis les assembler. Ouais. Et donc, ils sont relevés comme ça un mapping avec trois on va dire, gros champs où on peut trouver des idées pour encore révolutionner la conception. Donc, les aspects dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les nouvelles manières d'aborder la conception, donc disons de l'optimisation topologique, etc. Donc, tout en étude sur les matériaux, bien sûr, parce que l'utilisation de ce type de technologie ne va pas donner les mêmes caractéristiques physiques que ce qu'on avait avec les matériaux classiques. Et donc, il y a tout un champ, parce que là, il faudra savoir comment maîtriser correctement les paramètres de fabrication pour produire justement les caractéristiques désirées, mais ça va ouvrir de nouvelles portes parce qu'on pourrait, par exemple, songer à paramétriser la méthode de fabrication pour avoir localement des propriétés désirées à certains endroits de la machine et puis les varier sur d'autres endroits. Et puis, cette histoire des multimatériaux, ouais, donc sur lesquels il y a beaucoup encore à faire. Donc, c'est-à-dire, par exemple, comment faire pour fabriquer des structures où on a en même temps des matériaux conducteurs, donc que ce soit circuit magnétique ou cuivre, et des matériaux isolants, ouais, et ça, les tout dans un même procédé. Donc, comme vous voyez, il y en a encore tout un monde à explorer. Et donc, je crois qu'il faut qu'on y aille. Ouais, donc, je vous invite à y aller. Faut aller voir. Et puis, dernier, voilà, si vous avez trouvé, voilà. Et vous avez rempli toutes les cases et vous avez trouvé que
on peut être sur une conception qui peut nous amener à des défis qu'on peut relever et qui peuvent vraiment changer la manière comme on conçoit les machines électriques actuellement. Voilà. Très bien, merci Alejandro. On voit qu'on a encore beaucoup de gaps à aller chercher et à franchir. Cet atelier du Medefocus est à présent terminé. Je remercie l'ensemble des intervenants pour leur contribution ici même. Je remercie aussi mes collègues de l'équipe MEDE qui ont rendu cet atelier possible. Merci à vous. Merci à tout l'ensemble des participants. Et puis, je vous donne rendez-vous lors d'un prochain Medefocus. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci. Merci d'avoir fait le déplacement. Pour celles et ceux que ça intéresse, il y a la possibilité, des locaux, vous savez, mais il y a la possibilité de visiter le laboratoire, le S2E, mais s'il y a quelques personnes que ça intéresse, n'hésitez pas une au moins. Oui, allez, 3. Ouais. Allez. Ouais. Très bien, c'est vrai qu'on connaît bien le labo, mais on est sûr qu'on peut accompagner. Hein. Sur le modèle dentaire, c'est une machine, on va dire. Vas-y.